Apprends comme si tu devais vivre toujours. C'est le mantra et l'objectif de ce podcast. À la découverte de profils inspirants au travers d'entretiens décomplexés. Mon ambition est de créer pour vous et pour moi l'opportunité d'apprendre et de comprendre. Et pourquoi pas de vous donner l'envie d'entreprendre. La curiosité et l'ouverture d'esprit sont les maîtres mots. Mon nom est Pierre Barrault. Et c'est un plaisir que de faire ce chemin avec vous. Ce podcast est sponsorisé par l'ISC Paris, École de commerce et de management. Il est réalisé avec les moyens techniques du studio de podcast du campus Orléans de l'ISC, dont je suis le directeur général. Avec son slogan Be Our Change, l'ISC invite tous ses étudiants à devenir le changement qu'ils veulent voir dans le monde. Une pédagogie d'apprentissage par l'expérience, un modèle unique et original. L'ISC Paris, membre de la Conférence des grandes écoles, propose des programmes Bachelor, programmes Master Grande École, Master of Science, MBA, DBA et toute une offre d'Executive Education. Ces deux campus, parisiens et orléanais, sont résolument tournés vers l'international, avec plus de 150 universités partenaires à l'étranger. L'ISC Paris peut également se prévaloir des plus grandes accréditations internationales, mais aussi d'un réseau de plus de 19 000 diplômés présents dans plus de 80 pays. Si comme moi vous êtes persuadé que tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais, l'ISC Paris vous donnera l'opportunité de devenir celui que vous êtes. Je vous invite dans ce nouvel épisode de La Colle à découvrir avec moi l'œuf. Rien de plus basique qu'un œuf, et pourtant, accompagnez-moi sur ce chemin à la découverte de l'œuf qui ne tue pas les poules. À la découverte de Fabien Solman, l'homme qui a poussé son engagement au bien-être animal jusqu'à imaginer une maison de retraite pour les pondeuses. Avec Fabien, parcourons l'aventure Pool House, une entreprise qui repense le modèle de la production d'œufs. Quand on parle de sens et d'entreprise à mission, eh bien nous y voilà en plein dedans. Et bonne surprise, au-delà du sens, au-delà de l'idée de responsabilité sociétale des entreprises, il y a là un modèle économique qui, renforcé par un marketing et une communication intelligente, font de cette jeune pousse un modèle à regarder de près. Vous ne mangerez plus jamais un œuf comme avant. Il était une fois l'œuf qui ne tuait pas les poules. Il était une fois Fabien Solman. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Colle. Aujourd'hui, nous recevons Fabien. Salut Fabien. Salut Pierre. Fabien, un grand merci de nous accorder un petit peu de ton temps. On va parler aujourd'hui de poules. Et pour tout te dire, eh bien c'est une histoire qui date d'il y a maintenant quelques mois. Il se trouve que j'ai deux filles et les deux, quasiment le même jour, sont venues me voir en me disant « Papa, on a vu une pub sur Internet, ça devait être devant une vidéo YouTube quelconque. Il faut absolument que tu regardes ça et derrière, il va falloir qu'on achète ces œufs-là. » Donc déjà, ça veut dire que Fabien, tu as fait un bon marketing parce que tu vois, tes référeurs tes prescripteurs ont été forts. Est-ce que Fabien, tu veux bien expliquer à tous ceux qui nous écoutent un petit peu pourquoi on parle de poules et finalement, c'est quoi ton métier aujourd'hui ? Aujourd'hui, je suis dans une société qui s'appelle Pool House et on produit des œufs. Et si les enfants ont été interpellés, c'est qu'on a une façon de produire les œufs qui est différente des autres
acteurs de l'œuf en France et même à l'étranger, parce qu'on a eu cette idée de se centrer sur la question du bien-être animal. Et on s'est rendu compte que tous les œufs étaient produits, même en bio, même en plein air, en envoyant les poules à l'abattoir à l'âge de 18 mois et en broyant les poussins mâles à la naissance, ce qui est quelque chose qui est assez méconnu et surprenant quand on l'apprend. Et donc nous, on essaie d'inventer un nouveau mode de production dans l'œuf qui va venir inventer une façon de faire où les poules n'iront jamais à l'abattoir. On va s'en occuper Mais jusqu'au bout. pourquoi on les tue? Alors on les tue pour des raisons finalement de productivité, c'est-à-dire qu'à cet âge de 18 mois, elles commencent à être moins productives et quelque part, en remplacer par des jeunes poules, c'est plus efficace. Mais de notre point de vue, c'est un peu une espèce d'obsolescence programmée du vivant où on n'essaye pas de faire durer et puis finalement de laisser sa chance. Et voilà, c'est des rythmes naturels qui sont un peu oubliés d'ailleurs, parce que finalement aujourd'hui les éleveurs savent plus trop ce que c'est qu'une poule en année 2, en année 3. Nous maintenant on connaît ça assez bien. Et ce qu'on montre chez Pool House, c'est qu'une poule, elle continue à pondre toute sa vie. Ce que savent d'ailleurs ceux qui ont des poules chez eux, les particuliers qui ont un poulailler au bout du jardin, ils le savent qu'une poule de 2 ans, de 3 ans, ça pond encore. Ça Mais vit d'un point combien de de temps une vue de poule? production, elles pondent pas assez, quoi. Ça vit, alors on communique souvent en disant que ça vit 6 à 10 ans, parce que c'est vrai, ça existe, mais dans les faits, elles vont plutôt mourir généralement autour de 3 ans, 4 ans, D'accord. 5 ans. Autour de 4 ans, c'est là que la majorité des poules enfin, voilà, auront fini leur vie. Mais elles auront eu une vie complète, plusieurs cycles de ponte, et c'est ça qu'on est en train de faire. Mais alors les poussins, parce que là j'ai capté un truc qui est, on tue les poussins. Alors c'est les fameuses images qu'on voit parfois sur les réseaux sociaux où on massacre, où on broie les poussins. Oui, alors il y a un clip de Mickey 3D qui montre ça très bien et avec une musique sympathique, ça passe mieux, mais ça passe pas très bien quand même. En fait, les poussins mâles sont tués le jour de leur éclosion, le jour de leur naissance, parce que le poussin mâle ne sert à rien puisqu'il va pas pondre d'œufs et que comme il est de l'espèce poule pondeuse, qui est différente de l'espèce poulet de chair, on ne va pas non plus D'accord. pouvoir le faire devenir un poulet. Donc comme il sert à rien, économiquement, la seule option, c'est de s'en débarrasser le jour de sa naissance. 50 millions de poussins chaque année, juste pour Tu produire dis les ça œufs de des manière Français. assez froide, hein, Fabien. Excuse-moi, je te coupe, mais tu dis ça de manière assez froide. C'est quand même assez affreux comme truc. C'est clair, non, mais le moment où j'ai été choqué par ça, maintenant, remonte à quelques années, et puis maintenant, je suis en action là-dessus. Donc, Ouais. effectivement, peut-être que j'ai moins d'émotions qu'avant, et en même temps, ça reste complètement choquant. Et quand on l'apprend pour la première fois, on parlait des enfants, justement, c'est très choquant d'apprendre que c'est la façon dont on procède pour faire les œufs. 50 millions de poussins mâles à la naissance, 50 millions de poules à 18 mois, 100 millions d'individus chaque année abattus en France, c'est plus de 1 par Français, juste pour produire des œufs. Mmh. Alors que bah, voilà, le point de départ de notre idée, c'est que pour faire des œufs, il n'y a pas besoin de tuer les poules. On peut le faire sans. C'est juste des motivations économiques qui nous conduisent à faire ça. Et c'est là où nous, on a introduit un modèle économique différent et on demande aux consommateurs de payer le prix de la vie. C'est-à-dire qu'on paye la retraite des poules. Exactement. On paye effectivement un surcoût à l'œuf qui permet de financer l'ensemble de la vie de la poule, y compris les périodes de sa vie où elle sera moins productive. D'accord. Mais alors question pas idiote du tout, c'est comment à un moment Fabien qui est sorti d'une grande école, qui a toute une carrière, se non mais voilà, se dit tiens je vais aller sauver des poules. Bah, forcément, on n'y Bah arrive pas déjà d'un comment coup. ouais d'où vient l'idée, enfin est-ce qu'il y a eu une épiphanie, il y a eu quelque chose? Je pense que c'est assez personnel comme démarche au départ, et ça s'inscrit aussi dans un parcours de vie
perso et pro qui faisait que j'étais disponible à ce moment-là pour faire ce projet-là. Donc il y a quand même toujours une part de hasard. En fait, dans ma vie professionnelle, j'ai toujours été dans le marketing et dans l'innovation de rupture, mais dans des secteurs d'activité où bah voilà, il y avait possibilité de faire de l'innovation modérément, on va dire. Au début, j'étais dans l'assurance. Il n'y a pas grand-chose d'innovant dans l'assurance. Ouais. Après, j'ai pu faire des choses un petit peu plus innovantes quand je suis passé à l'étape de créer ma première société. J'étais dans les nouvelles techno à ce moment-là. J'ai fait des applis pour smartphone. J'ai notamment monté une boîte qui s'appelle YouBooks, qui invente le livre numérique en streaming, un peu sur une logique Netflix. Ah oui, c'est la boîte qui a un petit colibri comme logo, non, c'est ça? Exactement, voilà. Donc effectivement, moi je suis cofondateur et dans les premières années, j'étais un petit peu seul sur cette aventure et puis ensuite j'ai eu mes associés qui ont pris le relais. Et je me suis retrouvé en 2015 en dehors de ce projet à me demander justement ce que j'allais faire ensuite et à préparer mon prochain projet. Donc là, je suis dans un moment de vie particulier où je sais que je vais créer une société probablement. J'aime Ouais. bien être dans l'innovation. J'ai su passer du secteur de l'assurance au secteur du livre numérique qui sont déjà très différents. Donc, je m'interdis pas d'aller en dehors de ma zone de confort. Mhm. Et je me demande, parce qu'après une expérience comme ça, on sait ce que c'est l'énergie qu'il faut mobiliser pour monter un projet de start-up. Ouais, tu Je m'étonnes. sais que ça va me prendre beaucoup d'énergie. Donc, il faut à ce moment-là que je trouve une idée qui va me porter et où je suis à l'aise de dépenser autant d'énergie. Donc, j'avais l'envie que ça soit au-delà de juste un projet pour gagner de l'argent. Je voulais un projet qui allait vraiment venir un petit peu conforter un certain nombre de convictions que je pouvais avoir. Et la question du bien-être animal, T'étais dans c'était la une crise question. de la quarantaine ou pas? Oui, oui, j'y étais en plein divorce en même temps, bon, la totale, moment où on fait une Ah ouais, introspection, qui je suis, qu'est-ce qui m'intéresse, tout ça. à quelle étagère? Ouais, Effectivement. ok. Ok. Exactement. Et à ce moment-là, ben, je me suis, bon, voilà, la logique de mon parcours personnel, c'était plutôt d'aller monter une fintech finalement ou une assurtech, mais ça m'excitait pas beaucoup et j'étais devenu végétarien en 2014 hein, après avoir voilà, consulté un certain nombre d'écrits, notamment d'éthologues, et Ouais. compris que depuis ma naissance, le consensus scientifique sur ce qu'il en est des capacités cognitives, émotionnelles, même d'intelligence des animaux avait volé en éclats. Et aujourd'hui, on a une vision beaucoup plus complète de ce qu'il en est. Et quelque part, ça vient complètement, je pense, chambouler le rapport qu'on devrait avoir aux animaux. Et là, je ne parle pas que des animaux d'élevage, c'est des animaux en général. Euh, et ça m'a interpellé de voir qu'on avait effectivement pris ces orientations productivistes dans l'élevage et que on questionnait pas ça du tout. Je veux dire, on sait même plus quasiment quand est-ce qu'on mange un animal ou quoi. On prend un croque-monsieur, on prend n'importe quoi. Voilà, il y a de la viande dedans, on se pose pas de questions. Et là, ça m'avait interpellé à titre personnel et je m'étais fait cette démarche de dire tiens, je vais arrêter. Je pensais que j'allais pas arriver à arrêter en fait. Puis c'était Ouais. Et pas si compliqué que ça. Enfin, moi qui ai arrêté de fumer, par exemple, c'est beaucoup plus compliqué d'arrêter de fumer que d'arrêter de manger de la viande. Ouais, je suis bien d'accord. Et du coup, voilà, les œufs, c'était devenu quand même un élément important de mon alimentation. Et Ouais, là, parce que quand t'étais je pas végétalien, t'étais végétarien. voilà, non, parce que effectivement, les œufs, le fromage, etc., c'était quand même quelque chose que j'arrivais pas à couper, puis j'avais pas l'intention de couper. Et puis à un moment, dans des discussions autour de ces sujets-là, je me rends compte que sur les œufs, il y a cette question qui se pose, et je me suis demandé si d'un point de vue éthique, c'était un problème de manger des œufs, ou si finalement le problème éthique se présente surtout dans la façon dont les œufs sont produits. Je suis plutôt allé sur cette idée que finalement, on fait aucun mal à une poule le jour où on mange
mange son œuf, si ce n'est Mhm. que la façon dont c'est produit fait qu'on va la maltraiter, on va l'enfermer dans une cage, on va lui couper son bec, on va tuer le poussin à la naissance, on va la tuer à 18 mois. Et là, effectivement, on pourrait se dire, bah, je suis plus d'accord. Ouais. Mais sur le fond, c'est un aliment qui peut être produit sans faire tout ça. Et donc j'ai cette idée qui me trotte dans la tête toute l'année 2016. J'ai participé avec une amie à sauver des poules de réforme, donc je me suis un peu intéressé au truc. Puis bah, en fin d'année, euh, comme cette idée ne voulait pas me quitter décidément, j'ai décidé d'y consacrer 2-3 mois à plein temps pour la creuser vraiment et voir Ouais. si ça tenait la route ou s'il fallait que je passe à autre chose. Et c'est là que j'ai rencontré Sébastien au moment de faire les premiers tests sur Facebook et on a démarré le projet. Donc en février 2017, on s'est lancé avec À deux Sébastien et alors. Elodie. Ok. Elodie nous a Ok. rejoint en cours de route, en fait, effectivement, une jeune ingénieure agro, parce que Seb et moi, en fait, on est quand même pas du tout dans l'agricole au départ, hein, plutôt dans des Ouais, boîtes vous de êtes des tech. Et marketeurs et des entrepreneurs. Ouais, voilà. c'est ça. Et donc là, pour le coup, j'étais vraiment, et lui aussi, en dehors de la zone de confort, parce qu'on se lance sur un projet agri qui se vend en grande distribution, qui nécessite de bien gérer de la logistique, et tout ça, on ne connaît pas. Donc, Mais alors, il faut y aller, quoi. comment, enfin, tes associés, c'est des amis, c'est des gens que tu connaissais, que tu es allé, ou que tu es allé chercher, tu es allé convaincre? Non, non, ça s'est fait un peu naturellement. Je cherchais quelqu'un pour faire mes tests de marché sur les réseaux sociaux quand j'ai rencontré Sébastien. Et puis, bah, bon fit, lui-même il réfléchissait, c'est quand même incroyable aussi, il avait réfléchi à lancer une marque d'œufs quelques années auparavant. Et Ah ouais. puis, on avait la même approche du test and learn, d'aller faire directement prendre à la source, c'est-à-dire au niveau du consommateur, les ressentis, etc. Donc, on avait la même vision de comment on construit un projet. Et il me propose d'être associé, et je m'y attendais pas. Et puis bah, sur le papier, en plus, c'était pas forcément la bonne personne parce qu'il ne connaissait rien aux poules. Et un projet comme ça, on se dit instinctivement, je préférerais quelqu'un qui a vécu Ouais, il faut un mec sa qui vie connaisse dans. un peu, ouais. Ouais. Et du coup, c'est Elodie qui a plutôt joué ce rôle-là. Donc elle nous a trouvés sur les réseaux sociaux. Donc on était déjà en train de tester le projet. Ça avait un peu buzzé finalement suffisamment pour remonter à ses oreilles. Elle était jeune ingénieure agro, elle sortait de l'école et elle nous a proposé de rejoindre l'aventure. Et on, on était ravis d'avoir quelqu'un pour le coup qui allait apporter cette dimension-là aussi au projet dès le début. Et voilà. Et on se connaît pas, on se rencontre Sébastien en novembre, Elodie en janvier, et on crée la boîte en février. Donc on se connaît pas, on se parle. Moi j'ai quand même eu une expérience de start-up auparavant, en plus avec des relations associées un peu douloureuses. Donc forcément je pose beaucoup de questions, des questions Ouais. qu'il faut se poser avant de s'associer, ce qui est jamais simple parce qu'on se connaît pas. L'idéal, c'est d'aller passer 3 mois ensemble sur un bateau, mais on n'avait pas le Ouais, temps. c'est pas toujours possible. Mais sinon, ça veut dire qu'on fait attention au pacte d'actionnaires. Ben oui, alors je crois que c'est pas forcément le plus gros sujet. Enfin, quand il faut régler les choses par un pacte ou par un contrat, c'est déjà pas super. Je pense que le pacte, il est là en soutien de bonnes intentions, mais il faut d'abord s'assurer qu'on partage les objectifs, qu'on partage la vision sur un Ouais. certain nombre de sujets. C'est quoi notre rapport, c'est quoi notre ambition, c'est quoi notre rapport à l'argent, comment on réagit en situation de stress, comment on prend des décisions ensemble, c'est qui le patron, enfin, en tout cas comment on dénoue les situations où on serait potentiellement pas d'accord. Autant aborder les sujets avant, parce que de toute façon, ils vont se présenter pendant. Ouais. Plutôt que d'apprendre à connaître la personne en cours de route, faisons une vraie introspection, parlons-nous très sincèrement, parce que ça sert à rien, on peut rien cacher dans une expérience d'association. On est obligé de faire ressortir nos vrais traits de caractère les plus profonds. Donc, de toute manière, autant essayer de les donner dès le début et de voir comment ça peut fonctionner, et puis aussi où sont les points d'attention.
Et donc, tout ça, c'est les questions que vous êtes posées entre vous. C'est quoi ton rapport à l'argent? Oui, Sur, c'est quoi notre on objectif? s'était Qu'est-ce fait qu'on veut? un petit questionnaire auquel on avait répondu chacun de son côté, puis on s'est re-échangé derrière. Donc ça, j'ai d'abord fait avec Seb, et puis ensuite on a aussi inclus Elodie dedans. Et c'était important, et ça clarifiait bien les choses, et ça permettait de partir dans une relation de confiance. Après, c'est vrai que moi, j'avais quand même eu une expérience d'un projet qui avait levé plusieurs fois, qui avait Ouais. eu une certaine ampleur. Donc, du coup, ça me positionnait naturellement pour gérer toute cette partie-là de construction de la société. Et là-dessus, j'avais leur confiance pour initier tout ça. Et en même temps, il fallait qu'on définisse bien les règles du jeu parce qu'il y avait beaucoup de sujets à traiter au niveau justement du marketing, de l'identité de marque, du positionnement commercial, de la façon de faire le BP. Et puis, il a fallu faire bouger les choses, hein. On y est allé quand même un peu la fleur au fusil au début. On pensait qu'on allait vendre nos œufs sur Internet, par exemple. Ouais. Ça se vend pas C'est sur pas Internet, complètement les œufs. idiot, mais pas forcément évident. Et justement, la vision au tout début, c'est quoi? La vision sur laquelle vous tombez d'accord. Et la vision et l'ambition, c'est quoi? Tu sais, le truc vision, Alors, mission, valeur. c'est là où c'était intéressant de se parler, c'est qu'on a d'emblée une ambition qui est, je ne veux pas dire nos limites, mais impact maximum. C'est-à-dire, on n'essaie pas de se faire plaisir en faisant un petit truc chouette dans notre coin, à l'échelle d'une ferme et hyper satisfaisant, mais à petite échelle. On se dit, c'est la façon dont devraient être produits les œufs, ce qu'on invente, point barre. Et demain, ou après-demain, ou après-demain, ou dans 10 ans, ou dans 30 ans, ce serait bien que tous les œufs soient produits de cette façon-là. Donc l'ambition, elle est en fait très forte. Oui. Et ça, on se le dit dès le début. Même si, évidemment, au début, on n'a même pas encore un éleveur, on fait juste un kiss kiss bang bang et on n'a rien. On se dit, ce qu'on fait là, c'est un mode de production nouveau qui aurait vocation à devenir important. Ouais. Et, Et et justement, ça fait ouais. partie de notre ADN, du coup, de se dire, on essaye d'inventer une nouvelle éthique de production. On s'attaque à des sujets où on est sûr qu'on améliore les choses, c'est-à-dire, c'est très difficile, hein, le bien-être animal, c'est un sujet complexe, on n'est pas des poules, on ne peut pas savoir forcément s'ils sont très heureux. On peut savoir qu'ils ne sont pas heureux de se faire broyer ou de se faire couper le bec ou de se faire Ouais. égorger à 18 mois. Donc là, on est sûr qu'on s'adresse sur des sujets où on améliore les choses. Euh, et ça, une fois qu'on a travaillé cette idée-là, on se dit, voilà, on va la porter le plus loin, le plus haut possible. Et on a tout de suite compris qu'il y avait un travail de pédagogie, parce que personne n'était au courant, Mhm. à faire. Donc un gros travail de communication, de marketing, on appelle ça comme on veut. Et puis qu'il allait y avoir travail au niveau agro, parce que quelque part, personne n'ayant jamais fait ça, ben, on savait pas, personne ne savait trop comment se comporter une poule de 2 ans, 3 ans dans un contexte d'élevage. Ok. Donc je vois où vous êtes. Vous êtes trois, vous êtes synchrone et aligné. Vous êtes sur vos fonds propres, vous allez lever. Tu as dit, vous faites du crowdfunding, c'est ça, avec KissKissBankBank? Oui, on met un petit peu de fonds propres les uns les autres, mais pas grand-chose, hein. Ouais, Disons le prix d'une belle voiture, quoi. ok. Et puis ensuite, on fait un Kiss Kiss Bank Bank qui, franchement, a pas vraiment vocation à beaucoup financer la société, mais en gros, plutôt à nous permettre de faire un lancement De façon gratos. coup de com', quoi. Parce que Ouais. ça buzz et finalement, à l'arrivée, les fonds qu'on récupère couvrent à peu près ce que ça nous a coûté. Donc, c'est comme ça que je vois les choses. Ouais. Et puis, on fait du Friends and Family, effectivement, dans la première année, pour réunir, et puis un petit peu de prêt bancaire. Et en gros, on se débrouille au départ à réunir à peu près 200 000 euros.
et on démarre l'année 2017 avec ça. Et comme on a une bonne exécution, bah, on est en situation de se refinancer l'année suivante. Alors, avant d'arriver là, la première chose, c'est d'aller trouver des poules. Ça- Est-ce que vous avez eu du mal à aller voir des éleveurs et leur proposer de changer? Parce que finalement, c'est ça aussi votre ambition, c'est changer le mode de production. Donc, les premiers à convaincre, ça reste les producteurs. Exactement. Et donc, non, la réponse, c'est qu'on n'a pas eu de mal. De toute Vous n'avez pas pris des façon, coups de fusil? Non, rien. bah non, les éleveurs, ils aiment leurs animaux. Il ne faut pas croire que c'est autrement. Simplement, ils sont dans un système qu'ils ne remettent pas forcément en cause, ou que certains peuvent remettre en cause, mais en tout cas qui est le système qui fait fonctionner telle ou telle filière, et c'est comme ça que ça marche. Mhm. Donc, ils ont une espèce de dissociation au moment de se séparer de leurs animaux, et puis ils en reprennent d'autres qui vont aimer à leur tour. Euh, Nous, on n'a pas eu de mal à convaincre, d'autant plus qu'on leur demandait rien d'extraordinaire, vu qu'on leur proposait un deal où, au lieu d'envoyer leurs poules à l'abattoir, ils les envoyaient dans notre ferme. Parce que ce qu'on a fait, en fait, en même temps qu'on a créé la boîte, on a acheté une ferme dans le Limousin, Ouais. et Elodie a aménagé tout ça pour qu'on puisse accueillir les poules qui avaient passé l'âge, quoi. La Donc, fameuse pour maison de l'éleveur, retraite c'était pour les poules. relativement neutre. Ouais. Et donc, c'est la fameuse maison de retraite pour les poules, donc. C'est ça, exactement. Donc ça, c'est ce qui est resté comme image, mais finalement, c'est bien pratique. Si ce n'est que c'est une retraite active, parce qu'elles sont quand même encore productrices. Ah Donc oui, ok. elles sont en retraite en ce sens que normalement, à cet âge-là, elles sont plus en production, d'ailleurs, elles sont plus en vie. Et nous, on les garde en vie et on les garde en production, même au-delà de cette date. Et du coup, voilà, l'éleveur avec lequel on a travaillé en premier, c'était un petit lot. Il a été rapidement convaincu. En plus, on payait vraiment très correctement les œufs. Et puis, voilà, il n'y avait vraiment pas de contraintes. Si ce n'est qu'un jour, on vient chercher les poules comme l'aurait fait le camion qui les emmène à l'abattoir. Si ce n'est que le camion ne va pas au même endroit, quoi. Ouais. Donc, ça n'a pas été très dur à recruter. Ce premier éleveur, on l'a fait pendant qu'on faisait le crowdfunding, ce qui fait qu'à la fin du crowdfunding, on avait déjà des œufs. D'accord. Ce qui fait aussi que comme on avait mis comme contrepartie à ceux qui donnaient qu'on leur enverrait une boîte, on a pu tester ce que c'était que d'expédier des boîtes d'œufs partout dans la pampa, et c'est à ce moment-là qu'on a rayé la ligne vente sur internet dans le BP, et qu'on s'est retourné vers le retail en se disant non, les œufs, ça se vendra Confronté pas à la par poste. réalité. Ouais. Ça a été une catastrophe, forcément, mais on aurait pu En s'en plus de douter, ça, hein. c'est vous trois qui avez Et, dû vous y coller à mettre les œufs dans les boîtes, en plus, non? et ben oui, non, mais voilà, c'était un non-sens complet ce qu'on avait fait, mais c'était bien, hein. Il fallait qu'on passe par là. Ça c'est le côté les gars de la ville qui veulent se lancer dans le truc. Donc c'est rigolo parce que maintenant on est devenu beaucoup plus professionnel, puis on fonctionne comme les différents acteurs de l'œuf, mais à ce moment-là, on n'avait pas encore bien tout compris. Mais je le dis parce que c'est vrai que des fois, on peut avoir l'impression que tout ça, c'est toujours une ligne droite, mais faut faire Il y des a, erreurs, quoi, hein. il y a une vraie courbe d'apprentissage, c'est clair. Et voilà. Et après, bah, les choses sérieuses ont commencé quand on a bossé avec la distribution. Donc, Mais là on a aussi, rencontré Fabien, Biocop. Oui. comment tu chopes les contacts? Parce que historiquement, aucun de vous n'avait bossé avec la grande distribution. Ah non, 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 du tout. Bah, comment on fait? On va trouver des magasins directement. On leur dit, tiens, voilà, on a un concept. Est-ce que vous seriez d'accord pour essayer, voir ce que ça donne et tout? D'accord. On commence à. Alors, je passe, hein, mais il y a plein de petits sujets réglementaires, machin, faire un code barre, tout ça, à régler. Mais on commence à livrer en direct quelques magasins. Ça commence à se vendre. On communique, hein, en même temps, et on fait des Mhm. animations dans le magasin. Les gens sont surpris, apprennent qu'on tue les poules, hein. Et au bout d'un moment, quand on commence à avoir un petit rythme de chiffre d'affaires qui s'installe dans plusieurs magasins de la même enseigne, on se
dit, bah, on va remonter vers l'enseigne principale pour lui proposer un accord en direct. Et c'est là où on a parlé avec Biocop. Ça, c'était en juin D'accord. 2017, donc assez vite. Et là, ils nous demandent si on pourrait être prêt pour faire un lancement national en septembre. Donc, on a dit que Je me oui. rends pas compte de ce que ça Et implique. puis, C'est ça quoi? C'est les impliquait qu'on problématiques de n'avait pas vol? les œufs, on n'avait pas les Ah boîtes, on ouais. n'avait pas la logistique. Mais sinon, on avait le reste, c'est-à-dire l'énergie. Ouais. Non, on n'avait rien, mais on a bossé beaucoup et puis on était prêt début septembre. Donc, on a recruté des éleveurs. Ouais. On a inventé le packaging que vous avez peut-être vu de la boîte carrée Mais avec carrément. ce slogan. On a fait ce qu'il faut pour être capable de distribuer sur l'ensemble des plateformes de Biocop. Et au début du mois de septembre, on a fait nos premières livraisons. Alors pour ceux qui connaissent pas, hein, c'est un packaging rectangulaire, Ouais, une boîte verte, une poule un peu marrante dessus et écrit en gros l'œuf qui ne tue pas la poule. exactement. J'ai bien résumé? Alors, on vient de le refaire. Donc là, aujourd'hui, ça évolue. Ce serait Ah, intéressant d'avoir le ressenti des consommateurs. Parce que là, on arrive maintenant un peu à une étape nouvelle encore du projet. Mais effectivement, cette boîte qui nous a porté depuis le début, elle avait quand même ce mérite, en tout cas, d'interpeller à la fois par sa forme, par sa couleur, par son slogan, le consommateur et lui dire, tiens, il se passe un truc là au rayon de l'œuf, regarde. Et bah oui, parce qu'en plus de ça, quand on regarde le rayon, finalement, quand on vous cherche, on vous trouve, hein. Ça, c'est une c'est évidence, parce ça. que je suis allé plusieurs fois faire les Et courses c'est et ça, et c'était acheter ça des œufs. l'idée Donc, le parti pris de départ. Alors là, je dois vraiment rendre hommage à Sébastien parce que Sébastien, il est quand même directeur artistique au départ et c'est lui qui a conçu ça. Et il y a plein de partis pris qui ont été faits, comme celui justement de ne pas montrer des poules dans la nature avec le petit clocher du village au fond, ouais. etc., comme font les autres. Mais d'être sur quelque chose d'épuré qui parle avec des mots pour expliquer les choses et vraiment un logo minimaliste. Et voilà. Je trouve Et il quelque n'y avait chose pas de de vraiment problème. atypique. Il y a pas eu de problématique, alors vis-à-vis peut-être des acteurs de la grande distribution ou de la logistique, etc., justement sur la forme de la boîte, parce que si toutes les boîtes d'œufs ont à peu près la même forme, c'est qu'il doit bien y avoir une raison, non? Alors, il y a bien une raison, absolument. C'est pas une contrainte donnée par la distribution, c'est une contrainte donnée par les machines qui mettent les œufs en boîte automatiquement. Nous, on s'en foutait puisqu'on mettait les œufs en boîte à la main. Parce qu'à ce moment-là, on ne se posait pas ces questions. On fait Ouais. beaucoup aujourd'hui d'automatisation. Quand on met les œufs à la main dans la boîte, on peut donner la forme qu'on veut et on peut faire des choses très, très marrantes, surtout que l'œuf, c'est voilà, un univers de forme. Mais effectivement, l'ensemble des acteurs de la filière, parce qu'on est dans ça rejoint la problématique de fond d'ailleurs de Poulaous. On est dans une filière qui cherche à obtenir les prix les plus bas de production Mhm. en tirant sur tout, absolument tout, forcément. Et donc, les œufs sont mis en boîte par des robots et le packaging est fait de manière à pouvoir se refermer facilement, être mis en palette de la façon la plus automatisée possible. Les poules sont traitées comme elles sont traitées aussi pour des raisons de rentabilité économique. Tout ça est lié, c'est-à-dire Ouais. l'alpha et l'oméga de ce marché, ça a toujours été de tirer les prix vers le bas pour répondre aux appels d'offres et emporter les appels d'offres. C'est un marché de marques distributeurs, hein, donc 80% des œufs vendus sont à la marque Carrefour, Leclerc, Système U, etc. Le fabricant derrière, lui, il obtient le marché en proposant un prix le plus bas Ouais. possible. C'est au mieux 10 ans, quoi. Mhm. Exactement. Et ça fait que c'est une commodité, hein, l'œuf, et derrière, bah, tout est fait, tout est optimisé. Donc nous, sur le packaging, effectivement, on s'autorise un packaging bah, finalement qui coûte plus cher à produire, qui coûte plus cher pour la mise en boîte, mais qui a plus d'impact visuel dans le rayon.
Et c'est maintenant qu'on est dans des questionnements de comment on peut nous aussi optimiser les choses, mais on souhaite garder cette forme qui nous distingue des autres, même si effectivement on se retrouve nous à notre tour concernés par le fait que en produisant beaucoup plus, euh, on aurait envie d'optimiser tout ça. Quand vous livrez en septembre à Biocop, vous livrez combien d'œufs? Bah, c'était quand même pas mal. On a livré, je pense, je ne veux pas dire de bêtises, je pense qu'on la première semaine, on a dû livrer, je me demande si c'était pas 20 000 boîtes. C'était 4 palettes en tout cas, Ah oui, quand euh, même. pour, pour les quatre plateformes. Et, euh, Et ça donne et quoi, depuis ce les jour-là, ben, résultats? on est une société qui fait du chiffre d'affaires. Ouais. On a d'autres discussions qu'on a commencé à entamer qui se concluent assez vite. Donc on commence à avoir d'autres acteurs intéressants d'ailleurs parce qu'on a signé avant la fin 2017, on a signé Naturalia et Franprix. Mhm. Naturalia et Franprix sont C'est eux qui sont venus à vous producteurs. ou c'est vous qui êtes allé les chercher? Ah, c'est nous qui sommes allés chercher Naturalia et c'est Franprix qui est venu nous chercher. Ok, d'accord. Et c'est intéressant parce que c'est le groupe Casino derrière. Donc on est déjà dans un groupe de la grande Ouais. distribution et très innovant. Moi j'avoue que les relations qu'on a eues avec Franprix étaient incroyables en fait parce qu'ils étaient vraiment à la recherche de ce genre d'innovation. Et ce qui était étonnant aussi qu'on a fait à ce moment-là, mais sans même nous en rendre compte, là c'est le côté outsider, c'est que normalement ça se fait pas ce qu'on a fait. C'est-à-dire que normalement quand on distribue en distribution spécialisée bio, on va pas dans des circuits de distribution On ne va pas se GMS. commettre Et avec la donc quand on grande a démarré distribution Franprix deux traditionnelle. mois après Biocop, ben, on avait fait quelque chose d'interdit, mais on le savait pas. Donc les personnes de Biocop nous ont dit mais il faut pas faire ça. On a dit bah oui mais c'est comme ça, on va pas. En fait, Ah, l'idée derrière, c'est généralement, Biocop c'est qui... d'inciter les gens à faire deux marques. Ah, Une ok. marque pour la bio, Bonne Terre, et puis une marque pour la GMS, Björk. Mais derrière, c'est la même boîte. On change l'emballage. Voilà. Ok. Et donc, nous, on n'a pas fait ça, et on est une des seules boîtes qui a obtenu une dérogation, en quelque sorte, de la Hmm. bio pour faire ça. Parce que comme on crée un nouveau mode de production, puis qu'on est le seul acteur dessus, ben, voilà, il n'y a C'est pas toi deux qui histoires détermine le effectivement. marché, ouais. Hmm, hmm. Ok, donc Franprix et puis bah, derrière les autres, tous les grands de la JMS suivent. Alors, c'est plus tempéré que ça. Disons qu'on obtient des premiers tests dans de la grande distrie type Carrefour, mais vraiment en mode test-test. Ce qu'on obtient surtout en 2018, c'est un lancement vraiment grand angle chez Monoprix. Et ça, c'est très puissant pour nous parce que Ouais. c'est très affinitaire. C'est des gens qui sont en centre-ville, qui sont souvent avec des prix, enfin, prêts à accepter des prix plus élevés pour des produits de qualité. Et c'était vraiment excellent pour nous. Et finalement, l'extension à l'ensemble des grandes marques, on l'obtient quand même plutôt en 2019-2020 quand on lance le second produit qui est l'œuf plein air, donc la boîte jaune, Ouais. qui est quand même moins cher et qui permet plus facilement d'être référencé dans toute la distribution. Et en gros, je pense que le lancement de ce produit, plus le fait qu'on ait pris la parole en faisant de la pub à la télé, ça a été l'accélérateur vraiment qui nous a ouvert toute la distribution. Oui, alors juste pour rappel, et dans mon souvenir, tu me dis si je dis une connerie, mais la boîte de 6 œufs Pool House, elle est vendue en moyenne 5,99, c'est ça? Exactement. Donc ça, c'est le premier produit qu'on avait depuis le début, qui était la boîte bio, avec un œuf à 1 euro. Donc ça, c'est simple, ça parle à tout le monde. C'est un prix très élevé, parce que la boîte bio, habituellement, elle est à 3,50. Euh, et donc, d'un seul coup, on fait du x2 quasiment, et qu'est-ce qui se passe, quoi. Et la boîte plein air qu'on a lancée donc l'année dernière à 3,99, elle nous met dans un niveau de prix bah, que le conso connaît un peu, parce que les Mhm. boîtes
à 3,99 ou des boîtes à 3,69, on en trouve déjà. Donc, même si généralement c'est pas du plein air, c'est plutôt du bio, mais en tout cas c'est un niveau de prix que le conso peut connaître. Mais dans tous les cas, on a fait un truc chez Pool House, c'est d'affirmer que ce qu'on fait a un prix. On l'a affirmé dès le premier jour, dès le début, dès la première vidéo qu'on a mise sur KissKissBankBank. On a expliqué, chez nous, on va faire ce qu'on vous dit là, mais on va le faire et on va vous répercuter le prix à vous, consommateurs. T'as pas des acheteurs, t'as pas des acheteurs qui t'ont dit ouais, moi je suis d'accord, mais à 4,99 ? Non, mais d'une manière générale, les acheteurs, ils n'ont pas beaucoup apprécié ce qu'on faisait parce que, ouais. encore une fois, on est sur un marché depuis 50 ans, on parle du prix le plus bas. Mmh. Nous, on arrive avec un prix, personne n'y croyait. Et même chez Biocop, on est passé par le marketing. C'est le marketing et la RSE qui dit OK, on va essayer ce truc-là, c'est une super idée. Et les acheteurs nous reçoivent en disant bon, nous, le marketing il demande de vous référencer, on va vous référencer, mais on vous le dit, on n'y croit pas. Et puis après, on lance, et puis les ventes ont lieu. Et puis au bout d'un moment, on se retrouve dans une relation normalisée avec les acheteurs. C'est une success story immédiate, c'est-à-dire quand tu livres là, les 4 palettes à Biocop, ça s'écoule Non, on a des magasins qui... Biocop, c'est que des indépendants. Donc chaque directeur de magasin, chaque chef de rayon fait absolument ce qu'il veut. Il n'a aucune obligation de suivre ce que lui propose le siège. Donc là, il y a des directeurs de magasins qui adorent ce qu'on fait, qui parlent de nous sur Facebook, qui nous mettent bien en avant et qui sont dans des zones où ça fonctionne très bien et le produit s'installe tout de suite. À l'inverse, il y a des magasins qui n'y croient pas du tout, qui nous prennent une semaine, 2 semaines, puis qui arrêtent tout de suite. Ouais. Et là, on rentre dans ce qu'est notre métier aujourd'hui. C'est-à-dire il faut expliquer, visiter, travailler avec les enseignes sur le plan commercial pour faire arriver le référencement au niveau qu'on souhaite. Donc, je dirais que dans les enseignes un peu plus centralisées, si on prend l'exemple de Monoprix, ça a été plus simple puisqu'effectivement dans ce cas-là c'est poussé en centrale vers les magasins, c'est repris ensuite par un algorithme de réassort automatique qui fait que en quelque sorte on discute avec un robot, hein, les commandes sont repassées automatiquement et le produit s'est installé tout de suite. Parce que aussi, voilà, le robot, il a pas d'affect de savoir s'il y croit ou s'il y croit pas. Lui, il voit que ça fonctionne et puis il recommande, quoi. Mais après, on a des magasins qui nous ont pas joué pendant un moment, puis qui se sont mis à nous jouer après. On a des magasins qui ont fait des allers-retours sur le sujet. Mais c'est un travail de fourmi, le retail. Ce qu'on connaissait pas, hein, Seb et moi, du tout. Et puis, heureusement, depuis, comme on a pu grossir et se financer, on a aussi pu embaucher des personnes qui, eux, ont une grande expérience de ça et qui savent mieux que nous comment ça marche et qui font qu'aujourd'hui, on se développe bien. Vous avez levé des fonds, c'est ça ? Oui, on a levé en 2018 un peu déjà. C'est là où on a eu... des acteurs de la tech qui ont investi chez nous, ce qui était assez étonnant. D'accord. Et puis en 2019, on a fait une levée un peu plus importante et pour financer justement le lancement de ce produit plein air qui nous ouvrait plus grand la distribution et de faire aussi la communication, donc le film probablement que tes enfants ont vu, qui est quand même un superbe film qui a été fait sur notre sujet, qu'on peut retrouver toujours sur notre site. Et je mettrai le lien dans le podcast. Voilà, ça a été diffusé en prime time sur TF1 à 20h30, un dimanche, le truc, un peu le fantasme de l'entrepreneur qui fait un projet B2C, de dire je vais parler de mon produit au moment où il y a tout le monde devant la télé. Et t'as vu un effet derrière ou pas ?
Il y a eu un effet Ah immédiat? bah ouais, l'impact il est énorme. Il a l'impact en visibilité, en notoriété, l'impact aussi avec nos partenaires, nos prestataires, nos distributeurs. Donc Oui, c'était pas de l'argent gâché, quoi. non, en fait, c'était une façon aussi de planter le décor de nos ambitions. Et d'ailleurs, ça a aussi fini par réveiller la filière qui, jusque-là, rigolait doucement du truc et a commencé à se dire non, c'est plus sérieux. Oui. Et S'il passe à la télé, c'est que commence à devenir sérieux. Il va falloir s'y intéresser. bah, l'agence de com nous disait que ça faisait depuis pratiquement 10 ans qu'il n'y avait pas eu de pub pour des œufs à la télé. Mais ça rejoint le sujet du fait que l'œuf, c'est une commodité et c'est pas un projet, c'est pas un produit avec des grandes marques puissantes qui communiquent beaucoup et qui affinent leur message, qui font de l'innovation, etc. C'est un produit où on pensait qu'il n'y avait rien à innover, en fait. Ouais, mais Et pas de marketing, pas de com particulièrement. comme quoi, quand tu as un projet qui a un sens, qui s'inscrit dans un sens, et que derrière, parce que c'est ça qu'il faut aussi saluer, tu as une communication et un marketing qui sait ce qu'il fait, ben voilà, alors ok, tu convaincras pas peut-être 100%, 100% du marché, mais il y a un vrai marché pour ça, et même tu peux aller au-delà enfin, tu peux pousser au-delà des early adopters, c'est-à-dire que quoi que tu fasses, il y en a toujours un ou deux, voire 1000 ou 2000 qui vont comprendre et qui vont adhérer. Mais le gap pour passer après sur un peu un segment plus large, voilà, c'est le marketing qui va aider à ça aussi. Et c'est ce que vous avez réussi à faire parce que honnêtement, vous avez déjà, toi, tu avais une expertise en e-marketing et en stratégie, mais aussi en marketing. Donc, ça a certainement aidé. Et donc, voilà, pour moi, c'est vraiment la combinaison et du marketing et du sens qui me fait dire que, voilà, si on est sur ce type de problématique, ça peut marcher. Je pense que j'ai envie d'aller presque plus loin sur ce que tu viens de dire, c'est important. Je pense que le marketing à l'ancienne, entre guillemets, est sur le déclin parce qu'on est en train de changer aussi d'époque. Aujourd'hui, les consos ont beaucoup plus d'informations, en tout cas beaucoup plus de moyens de vérifier pour ceux qui souhaitent le faire, les informations. Et donc, les marques qui avaient adopté des communications descendantes en B2C, par la pub, à la télé, au cinéma, etc., euh, qui mettaient en avant des valeurs pour attirer le consommateur et bien aujourd'hui on les challenge, on veut vérifier si c'est vraiment si bien que ce qu'ils disent. Et puis aujourd'hui un consommateur lambda peut sur Twitter ou Insta ou n'importe où montrer une incohérence d'une marque qui va la mettre en difficulté Mhm. face à sa communauté d'acheteurs et de consommateurs. Et du coup, revenir à des propositions de valeur qu'on met en avant, qui s'appuient sur quelque chose de vrai, de vérifiable, en transparence et qui font vraiment que la communication est puissante, c'est ce qu'on propose nous. C'est un peu, je pense, une tendance de fond. Euh, Aujourd'hui, le consommateur est quand même de plus en plus en demande de preuves. Et Oui. donc, la réussite de C'est qui le patron dans son genre sur la rémunération des éleveurs, ou de Yuka aussi, une appli pour vérifier Ouais, la ce qualité des qu'il y a. produits, ouais. Mhm. Mais ouais, mais c'est très important. J'essaie d'imaginer ce que peut ressentir le directeur marketing d'une grande marque de voir ces consommateurs qui ont pendant des années reçu cette communication et qui étaient devenus des clients fidèles et puis qui d'un seul coup, dans un espèce d'acte de défiance, vont aller mettre le code barre du produit devant Yuka et puis s'entendre dire qu'il y a une pastille rouge et que c'est Ouais. médiocre.
et le conso qui dit: «Ah bon, bah, je croyais que c'était bien, bon, bah, j'arrête ce produit». Et c'est des années d'investissement, de com, de marketing qui s'écroulent d'un coup comme ça. Ça c'est vraiment un changement Ouais. d'époque, un La donne changement a de changé, oui. paradigme. Et nous, voilà, on essaye de faire quelque chose qui est clair, compréhensible, transparent, et de montrer aux consommateurs qu'il n'y a rien d'inéluctable. Et sur ce sujet du bien-être animal, on vient quand même toucher une problématique qui a émergé au cours des 10 dernières années en France, notamment avec des associations qui ont diffusé des informations, des vidéos sur ce sujet. Donc c'est un sujet qui est, enfin, qui est plus qu'émergent. Maintenant, il est émergé, mais qui est quand même sorti en quelques années d'un cercle d'initiés pour toucher plus de monde. Et, et, euh, et le problème, c'est que dans les industries qui font appel à de l'élevage, il n'y a pas vraiment eu de remise en cause, en tout cas rapide ou forte ou radicale, parce que l'enjeu d'améliorer le bien-être animal, il est toujours pensé selon des politiques de petits pas. Parce que il y a un truc auquel on n'ose pas toucher, c'est le prix du produit. Or, Ouais. tous les actions qui ont été menées, et là je ne parle pas que de l'œuf, pour réduire le prix des aliments de protéines animales, ont été faits au fil du temps, nous ont amené à un prix de marché pour un produit que le consommateur connaît, et c'est un peu tabou de revenir sur ce prix. Et si on ne bouge pas le prix, les seules actions qu'on peut faire sont forcément minimes. Et donc c'est aussi là qu'est l'enjeu, en fait, c'est de dire on n'a rien sans rien. Quelque part, ce prix, il a été obtenu d'une certaine façon. Et c'est des questions qui se posent dans d'autres domaines, hein, quand on va acheter des produits fabriqués au Bangladesh, chez certains distributeurs. On sait qu'on ne paye pas cher son t-shirt, on sait que derrière, il y a probablement eu soit des enfants qui ont travaillé ou autre. C'est des sujets qu'on retrouve un peu partout, en fait. Oui. Et il se trouve que les animaux sont toujours un petit peu le dernier maillon de la chaîne, et c'est eux qui prennent. Et puis alors, autre effet vertueux de ce positionnement, c'est que vous arrivez à créer un affect avec la marque. Parce que en préparant notre entretien, je suis allé voir un peu sur vos réseaux sociaux, et vous avez des fans, hein. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est vachement bien. Enfin, c'est le rêve de tout directeur marketing que d'avoir des clients qui publient d'eux-mêmes des trucs pour relayer ta marque, hein. Mais c'est vrai, et c'est super agréable pour nous d'avoir toujours beaucoup de messages très positifs qui nous remontent comme ça. Ça nous fait du bien. Oui, effectivement. Donc, encore une fois, des marques d'œufs, il n'y en a pas beaucoup qui ont pu créer un affect comme ça. Je pense qu'on fait quelque chose d'assez fort là-dessus. On l'entretient, on le favorise, on fait en sorte effectivement avec les réseaux sociaux de permettre aux gens d'en parler autour d'eux. On essaye de ne pas culpabiliser les gens parce que c'est pas de leur faute si la façon dont sont produits les aliments est celle-là. Mes filles, elles me culpabilisent, ça hein. fait sans qu'il y ait vraiment eu ni de consultation ni rien. Les gens ont un peu voté avec leur portefeuille en achetant toujours le produit le moins cher. Donc à un moment donné, ils avaient sûrement une part de responsabilité, mais je pense que ça sert à rien de se le dire. Et puis de toute façon, on leur a jamais présenté l'équation complète, donc c'était pas des décisions éclairées d'acheter un produit plus qu'un autre. Aujourd'hui, nous, ce qu'on fait, c'est ça, c'est d'éclairer les choix de consommation, enfin, juste sur notre sujet, hein, sur le sujet de l'œuf, en disant voilà les données du problème, voilà comment on peut faire. Et il y a beaucoup de gens qui aiment bien ça, quoi, qui aiment bien ce côté où on les traite en adultes responsables et on leur dit voilà comment ça se passe, voilà ce que vous pouvez faire. Évidemment, c'est eux qui choisissent. Après, vous êtes même allé récupérer des non-consommateurs. J'en ai vu un qui disait j'avais arrêté de consommer des œufs, ça y est, avec vous, je m'y remets. Pas mal.
Ça, c'est génial pour nous, ça. Ouais, exactement. Parce que avec les véganes, c'est un peu amour-haine depuis le début du projet, hein, parce qu'on a eu Et ouais. des véganes un peu agressifs avec nous, surtout au début, en disant que vraiment c'était horrible parce qu'on empêchait un peu les gens d'arrêter de manger des œufs, alors qu'en fait c'était la seule voie possible. Et bon, Vous bah, avez dû gérer des ça s'est haters. ouais, ouais, on a eu tout ça dès le début, hein, donc c'était inquiétant parce qu'au début on ne sait pas trop si Bah l'idée oui. elle va fonctionner ou quoi. Mais finalement, voilà, il se trouve que moi, le pari qu'on avait, et je pense qu'il est toujours juste, c'est que l'œuf, c'est un produit totalement incontournable. 98% des Français mangent des œufs, on en mange tout le temps, sous toutes les formes, et ça va pas s'arrêter demain, ni même après-demain. Non. Et c'est pas très dur d'imaginer que dans 20 ans, 30 ans, 50 ans, on mangera encore des œufs. Donc à partir du moment où on se dit ça, il vaut peut-être mieux commencer à travailler sur la façon dont on va les produire que juste de plaider sur un arrêt complet de la consommation qui, de toute façon, ne concernera pas tout le monde. Et puis, enfin, moi j'adore parce qu'en plus de ça, vous poussez les logiques hyper loin. On peut voir les poules en live sur votre site web. Vous avez monté un truc qui s'appelle Adopte une poule. Enfin, voilà. C'est juste génial ça. Alors il faut surtout pas que je montre ça à mon épouse parce qu'elle, elle veut des poules. Donc voilà, faut pas que je lui montre ça parce elle va me jouer l'argument. Mais en plus, tu vois, c'est socialement responsable, voilà. Donc je vais me retrouver avec des poules dans mon jardin. Ça va pas être rigolo. Mais voilà, c'est juste Mais génial si, comme c'est truc. rigolo d'avoir des poules dans son jardin. Et je plaide pas pour ma paroisse quand je dis ça, même si on a lancé Adopte une poule. Nous, on pense que c'est bien de se rapprocher des animaux et des aliments et d'avoir une meilleure connaissance. C'est un animal qui est pas si connu que ça. C'est un animal qu'on voit dans les imagiers des enfants, mais finalement, euh, pas grand monde a passé du temps avec une poule et c'est exactement ce que c'est. Et une fois qu'on connaît mieux, ce qu'on propose chez Pool House paraît plus évident. Et voilà, et je pense que là, pendant le confinement, il y a beaucoup de gens qui se sont rendus compte, surtout qu'il n'y avait plus d'œufs dans les rayons, Ouais. que finalement, c'était peut-être pas idiot d'avoir une poule chez soi. On peut aussi lui donner les déchets Pas con. alimentaires, on peut avoir des œufs frais, et puis on a un animal qui est intéressant. Et donc, on a lancé effectivement ce petit projet à côté. Alors, je précise, c'est pas des poules pool house qui sont adoptées, hein, c'est justement des personnes qui sont pas dans notre modèle, et c'est pour éviter que ces poules partent à l'abattoir. D'accord. C'est toujours un peu notre discours complet, qui est de dire ces poules sont encore capables de vivre, encore capables de pondre, et il n'y a pas grand-chose qui justifie de les abattre à cet âge-là. Donc, si vous avez un bout de jardin, c'est adopte 1, le chiffre 1 pool.fr. Oui, On, exactement. on mettra le lien. Fabien, vous avez eu un effet Covid, en positif ou en négatif? Ouais, les deux. D'accord. On a eu un mois de mars, avril de fortes commandes, comme tous les acteurs de l'œuf. Et on était même un peu euphorique parce qu'on s'est dit, tiens, on est arrivé au point d'équilibre pour la société si ça se maintient comme ça. Mais qui a été suivi d'une rechute forte pour nous comme pour tous les acteurs de l'œuf. Donc en fait, il y a eu une forte consommation d'œufs et de farine, etc. Donc on sait que les Eh, gens tout le étaient en monde a fait famille des chez gâteaux. eux, faisaient Ouais. beaucoup de gâteaux, etc. Pendant le confinement. Et là où ça a eu un effet négatif, c'est que pendant ce temps-là, il y avait des négociations qui ne pouvaient pas avoir lieu. On avait une stratégie sur les restaurants qui devait démarrer, qui n'a pas pu démarrer. Et donc tout ça a été globalement peut-être plus négatif que positif pour nous. Même si voilà, on termine l'année toujours en position de force et de croissance. Et donc, globalement, on n'est pas une victime du Covid Ouais, comme comme d'autres. ça peut être le cas pour certains acteurs. Et puis, comme vous avez oublié d'être idiot, vous êtes allé passer des accords avec des producteurs dans l'agroalimentaire. Ben, on travaille ce sujet-là, c'est hyper important. Parce que les œufs, ça se consomme de plein de façons différentes. Euh, Ça se consomme en coquille à 60%, mais ça se consomme, c'est aussi un ingrédient qui est dans Mhm. plein de produits. Et nous, ce que je disais tout à l'heure hein, sur les marques,
qui cherchent aujourd'hui à avoir une communication plus vraie et des preuves à apporter au consommateur, des preuves que le consommateur peut creuser, vérifier et qui viendront renforcer son adhésion à la marque. Nous, on leur propose d'utiliser nos œufs dans leurs produits et d'embarquer cette démarche éthique qu'on a menée nous-mêmes à l'intérieur même de leurs produits. Mais ça, c'est juste génial, hein. Enfin, comme Ouais, mouvement stratégique, c'est génial. Oui, ouais, je trouve que c'est une chance pour nous, mais aussi pour les marques qui viennent avec nous, de, de- de participer au changement qu'on veut voir arriver. Parce que de toute façon, je pense que les dysfonctionnements un peu globaux qu'on constate aujourd'hui sont venus de certains excès justement de groupes qui ont certainement voulu aller trop loin, trop vite vers des systèmes de rentabilité. Je pense que la correction de tout ça interviendra aussi en incluant les sociétés et les marques dans des démarches correctrices. Et je pense qu'il n'y a pas une société qui a la réponse à tout. Aussi grosse soit-elle, elle ne pourra jamais traiter tous les sujets. Donc je pense que ça va plutôt être un peu comme un écosystème, si on reprend une image, de marques qui vont ensemble travailler pour faire arriver des transformations qui sont souhaitables. Et le consommateur éclairé, celui qui nous intéresse et qui peut embarquer les autres, lui, il faut pas tricher avec lui justement. Il faut Ouais. vraiment amener des transformations qui puissent vérifier. Et si ça se fait, il y aura un effet d'amplification et ça peut devenir la nouvelle façon de fonctionner, les nouvelles normes. Donc nous, on est hyper positif sur l'idée justement de travailler avec d'autres acteurs. Puis, alors, ça n'a l'air de rien, mais moi, je trouve ça juste énorme. C'est que vous avez réussi à avoir votre page Wikipédia. Et quand on est une marque ou une boîte, n'importe laquelle, même et jeune encore plus, c'est hyper dur. C'est hyper dur parce que c'est des sélections drastiques. Ouais, pour avoir tenté de le faire, c'est super compliqué. Et juste pour moi, comment vous avez fait, comment vous avez réussi ce tour de force? On s'était connecté avec des personnes qui s'y connaissaient un petit peu là-dessus, parce qu'effectivement, il suffit pas de faire quelque chose, il faut savoir aussi le présenter de la bonne manière pour être présent sur une page Wikipédia. Après, je pense aussi que quelque part, c'est peut-être le fond de ce qu'on fait qui a permis ça, parce qu'en fait, il faut, Wikipédia n'est pas là pour faire de la pub, donc en fait, ce qu'ils ont valorisé, je crois, dans ce qu'on a présenté, c'est qu'on a porté une innovation qui n'avait jamais été tentée ailleurs. Bah, tu vois, encore un effet vertueux de savoir donner du sens à ce qu'on fait. On va arriver au bout, parce que je te remercie de tout ce que tu nous as donné là, parce que c'est juste hyper intéressant. Moi, je disais, effectivement, vous culpabilisez pas les consommateurs. Moi, c'est mes filles qui me culpabilisent quand elles ouvrent le frigo et qu'elles voient que c'est pas les bons œufs. Ça va pas. Donc voilà, je suis un peu obligé maintenant. Euh, alors je vais un peu copier Mathieu Stéphanie avec Génération Do It Yourself qui demande ça assez régulièrement à ses invités. Mais si tu pouvais aller voir Fabien en 92 quand il reçoit son diplôme de schéma, tu lui dirais quoi? Tu dirais, mon gars, tu vas faire des œufs? Non, je ne dirais pas ça. Euh, je lui dirais, attends pas qu'on vienne te chercher. Ça va pas forcément arriver. Mets-toi en route par toi-même. Je savais pas que j'étais entrepreneur. Moi, je suis parti dans le salariat presque par erreur. Et je crois qu'en fait, euh, j'aurais pu monter à bord de la première vague Internet si j'avais un peu plus su comment j'étais et qui j'étais. Oui, je comprends.
Je comprends complètement. Ok, super. Enfin, tout ça est vraiment passionnant. Je ne vais pas te prendre plus de temps. En plus de ça, on me reproche de faire des podcasts trop longs. Donc voilà. Donc je vais essayer de suivre les retours consommateurs là aussi. Même si, tu vois, sur le sexage in ovo, j'avais plein de questions. Mais tiens, je vais te la poser quand même. Parce qu'on a parlé des poussins qu'on broyait. Vous avez une solution, vous avez un truc. Ce qui est intéressant là, c'est que c'est quelque chose que j'ai identifié dès le début du projet, avant même de connaître Sébastien. Il va exister une solution pour ne plus broyer les poussins. Et c'était inenvisageable de faire ce projet sans ça. Juste dire je sauve les poules, mais les poussins on continue à les broyer, c'est pas cohérent. Ouais. Et je pense que si j'avais pas vu qu'il y avait une perspective d'aller vers une solution pour les poussins, j'aurais pas lancé le projet. Après, la solution n'existait pas en 2017. Je savais qu'elle allait arriver. D'accord. Donc, on lance le projet et on fait arriver en premier en France des œufs issus de Sexaginovo. On est la première société à basculer l'ensemble des nouveaux lots qu'on renouvelle en Sexaginovo et on est hyper fiers de ça. Pour ceux qui ne connaissent Et pas, tu peux expliquer juste ce que c'est? Alors oui, pardon, le Sexaginovo, c'est une technique qui permet dans l'œuf d'identifier si ce sera un mâle ou une femelle. Et donc, on ne va couver que les œufs femelles et on aura à la naissance que des poussins femelles. Et surtout, on n'aura pas besoin d'envoyer à la broyeuse des milliers, des millions de petits poussins, quoi. Ouais. Donc ça résout le problème, en effet. Et Exactement. c'est une techno donc qui est assez récente. Personne s'était posé la question avant ou il n'y avait juste pas la technologie pour? Je pense que c'est un sujet qui est en réflexion depuis longtemps, mais Qui est bon, peut-être pas voilà, il y a eu des marché, hein. avancées. Là, la start-up avec laquelle on bosse travaille sur un brevet de l'université de Leipzig en Allemagne qui date de 2014. Voilà, et le passage à l'échelle se fait en ce moment. Euh, Ça peut sembler long, mais en même temps, voilà, il y a des cycles pour industrialiser une idée. Euh, mais oui, je pense que déjà, il fallait prendre conscience qu'il y avait un problème éthique, ce qui n'était pas dans l'ordre des choses, hein. Je pense que tout ça s'est mis en place, on n'y réfléchissait pas plus que ça, et ça semblait pas très important comme sujet. C'est devenu de plus en plus un sujet émergent parce que la prise en compte justement du bien-être animal est montée. Et puis, bah, il fallait quand même que la technologie soit au point. Et maintenant, il se trouve qu'il y a plusieurs technologies maintenant qui vont arriver, qui vont être peut-être en concurrence les unes avec les autres. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'en tout cas, on aille vers des technologies qui permettent vraiment de s'assurer qu'on interrompt le développement de l'œuf très tôt. Comme ça, on trouve ça relativement neutre de faire ça. Alors qu'il y a des technologies qui interviennent trop peu de temps avant l'éclosion et où là se reposent des questions, je trouve, éthiques quand même. Et, et nous, en tout cas, on est très favorable à faciliter les choses. Donc, les acteurs de la filière nous aiment pas toujours beaucoup, mais certains quand même suffisamment. Et on essaie de travailler avec des acteurs plus gros que nous parce que c'est un sujet qui, à mon avis, pourrait concerner l'ensemble de la filière très rapidement. Il y a une volonté gouvernementale visiblement d'accélérer les choses également, donc on va voir ce qu'il en est. Et nous, en tout cas, on joue notre rôle de précurseur là-dessus, même si demain tout le monde fait du Sexaginovo. On pourrait se retrouver paradoxalement un jour dans cette situation étrange où tout le monde aura basculé en Sexaginovo. Et nous, parce qu'on a des très vieilles poules, on en aura qui seront encore nées Ouais. d'une période antérieure à l'arrêt du sexage. Alors, c'est tout ce qu'on peut souhaiter finalement. Euh, une question Oui. juste un peu perso, et t'es pas obligé d'y répondre, mais quand on est un entrepreneur comme ça responsable, finalement, on est bien dans ses pompes, non? Ah bah c'est même la raison pour laquelle on fait ça. Le matin, on est content de se lever, Ouais. on développe une boîte, on développe de l'emploi, on fait vivre des éleveurs, on apporte des bonnes perspectives à des actionnaires et on sauve des animaux. Chaque fois qu'on vend des boîtes, on sauve des animaux. Donc c'est un plus qui est là en permanence et on sait que bah, on est les sauveurs de poules, quoi. Eh ben voilà.
Fabien, sauveur de poules. C'est pas mal. C'est un beau titre de noblesse, moi je dis. Alors, passage obligé, le questionnaire à la pivot. Alors, pour tout vous dire, Fabien n'a pas lu, comme quasiment la totalité de mes invités, le pré-briefing que je lui ai passé. Donc, on fait un stop de quelques secondes et comme ça, on se retrouve tout de suite après. Voilà, après ce petit intermède musical qui a laissé le temps à Fabien de se préparer. Fabien, dis-nous tout, quel est ton mot préféré? Alors, je vais dire merci, parce que ça veut dire que généralement, quand on dit merci, c'est qu'on a bien agi, et j'aime bien ça. Ok, ça valait le coup d'attendre. Le mot que vous détestez, le mot que tu détestes, Fabien. Non. Ah, Je t'aimes pas qu'on déteste te qu'on me dise dise non? non. C'est vrai. Faut dire quand on est entrepreneur, on entend plus souvent non que oui. Hein. C'est ça. Je Et, m'arrête jamais sur un non. Le non, c'est le point de départ d'une discussion. ok, joli. Ah, joli, très joli. Le son ou le bruit que tu aimes? En cette période-là, c'est le son de la cheminée, le crépitement de la cheminée. J'avoue que c'est relaxant, c'est rayonnant. Ça, c'est vraiment l'ambiance sympa avec un bon bouquin. Ouais, je t'imagine au coin du feu avec ton chapeau. Ah oui, tu fumes plus, donc Ouais, tu fumes plus. D'accord. Mais j'ai arrêté. avec un bon whisky, peut-être un truc comme ça, ouais. Non, même ça, j'y vais mollo. Mais Ouais, une avec camomille un bon alors. Allez, café, ça hop. ira très bien. Le son ou le bruit que tu détestes? Bon, j'ai beaucoup cherché. Alors, je vais dire un truc plus pour rigoler, c'est le son du renard. Mais dans les faits, je ne sais pas exactement quel bruit fait un renard. Donc, Ah, oui, il faudra que je cherche ça, tiens. Quel est le cri du renard? Mais oui, parce que le renard vient tuer les poules, bien évidemment. Euh, absolument. Ton juron, gros mot ou blasphème favori? Bah, je fais pas de blasphème parce que finalement, c'est un peu un acte de foi, le blasphème, déjà. Ouais. Je suis pas assez croyant pour ça, mais euh, est-ce que j'ai un juron favori? Oui, je peux sortir nom de Dieu de temps en temps. Ouais, ça peut m'arriver. Voilà. Moi, ça va, c'est soft. La citation, pardon, que tu aurais aimé prononcer. Bah, ça, c'est une citation, moi, qui m'inspire, qui est de Gandhi sur le fait qu'on juge la grandeur d'une nation par la façon dont elle traite ses animaux. Hmm. Parce que j'aime bien cette idée que dans le passé, on peut même remonter à Léonard de Vinci, il y a eu beaucoup de penseurs qui se posaient ces questions sur notre rapport aux animaux. Et c'est vrai que nous, en Occident, on a un petit peu continué à ne pas les traiter comme il fallait. Et donc, dans cette citation, il nous dit quelque chose d'évident, c'est que finalement, les animaux, c'est les plus faibles. Et la façon dont on les traite nous dit quelle est la grandeur, quel est le progrès moral qu'on a atteint. Alors peut-être qu'on se prépare à de meilleures générations, parce que alors c'est certainement pas une actualité que tu suis, mais le thème de cette année pour les prépas, donc pour les concours prépa, c'est l'animal. Et donc ils planchent pendant un an en philo, culture générale et littérature sur le thème de l'animal. Donc voilà, espérons que ça, là aussi, ça éveille les consciences. Si Dieu existe, qu'aimerais-tu, après ta mort, qu'on te souhaite la plus lointaine possible, l'entendre te dire? Alors moi, je me suis plutôt dit qu'est-ce que je lui dirais. Et je pense que je lui dirais que voilà, j'ai jamais cru en toi, j'espère que tu m'en veux pas. Ça part mal déjà, ouais. Et, et ce que j'aimerais qu'il me dise, c'est redescends. Ah ouais, on remet le couvert, hein, on remet le couvert, t'as raison. Euh, Fabien, j'étais déjà fan
de ta boîte. Je suis maintenant fan du mec parce que je pense que effectivement tout ça fait du sens et on a besoin de sens, mon brave monsieur, dans cette période un peu compliquée. Je te remercie beaucoup du temps que tu nous as consacré. Et puis voilà, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Pool House et derrière, comment est-ce qu'on peut te contacter si on a envie? C'est très simple de me contacter. On me retrouve facilement sur les réseaux, sur LinkedIn ou autre. Ce qu'on peut nous souhaiter, c'est de réussir notre déploiement qui est déjà bien entamé sur la France et puis à terme d'aller voir de l'autre côté des frontières également. Ok, merci beaucoup. Ceux qui nous écoutent, mangez des œufs responsables, mangez les œufs de la poule, les œufs qui ne tuent pas la poule, pardon. Voilà, vous ferez du bien à tout le monde, aussi bien à la planète qu'aux hommes et qu'aux poules. Fabien, un grand merci encore une fois et à très bientôt. Bye bye. Merci, au revoir. Bravo, vous avez tenu jusque-là. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le partager avec tous vos amis. Point important, abonnez-vous à La Colle sur votre plateforme de podcast préférée pour obtenir dès leur sortie les nouveaux épisodes. Mais aussi et surtout, laissez-moi un commentaire pour me dire ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu, les trucs à améliorer et, je l'espère, vos encouragements. On se retrouve très vite pour un prochain épisode de La Colle.